La cataracte est l'opacification du cristallin, le plus souvent lié à l'âge, qui entraîne une baisse d'acuité visuelle. Les mots importants à retenir pour cette question sont d'abord le diagnostic est clinique. Il se fait à la lampe à fente et on peut voir à la lampe à fente l'opacification du cristallin que l'on va localiser en fonction de l'endroit qui est touché dans le cristallin. Le plus fréquent est la cataracte sénile qui apparaît chez les sujets de plus de 60 ans et qui est dite cortico-nucléaire. Je vous fais un petit schéma pour mieux comprendre ce terme un petit peu barbare. Le cristallin est donc situé à l'intérieur d'un sac qu'on appelle la capsule et est une lentille biconvexe qui est donc dans le sac, qui est constitué d'un noyau et autour du cortex. L'opacification dans la cataracte sénile est dite cortico-nucléaire car elle touche l'ensemble du cristallin, aussi bien le noyau que son cortex. Et donc on verra à la lampe à fente une opacification de l'ensemble du cristallin. Ce qui est à opposer avec la cataracte dite sous-capsulaire postérieure que l'on voit dans les cataractes métaboliques qui sont dues par exemple au diabète ou à une corticothérapie. Et vous allez comprendre la différence avec ce schéma. Donc toujours la capsule et à l'intérieur le cristallin. Et l'opacification de ce cristallin dans ce type de cataracte ne touche pas réellement le cristallin. En fait, l'opacification se localise entre le cristallin et la capsule à la face postérieure. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est sous-capsulaire postérieure. Elle ne touche pas à proprement parler le cristallin, mais c'est une opacification qui se forme entre la face postérieure du cristallin avec la capsule. J'espère que c'est clair. Voilà les deux types principaux de cataracte. Les examens complémentaires que l'on va demander dans la cataracte sont uniquement pour pouvoir choisir la puissance de l'implant que l'on va la mettre à la place du cristallin. Je vous rappelle que le cristallin est une lentille à l'intérieur de l'œil qui fait en général 22 à 23 dioptries. Donc on va le remplacer par une lentille à l'intérieur et on va choisir la puissance de cette lentille pour que le patient puisse voir de loin sans lunettes, c'est-à-dire pour qu'il puisse être hémétrope. Et pour savoir la bonne puissance de la lentille à mettre, nous allons demander deux examens. Donc la première, c'est l'échobiométrie, qui est une échographie qui permet de mesurer la longueur axiale de l'œil, et la kératométrie, qui est une mesure du rayon de courbure de la cornée. Ces deux examens-là vont pouvoir, par un calcul savant et par une machine, vont nous donner la puissance idéale du cristallin pour que le patient puisse être hémétrope. Nous passons maintenant au traitement. Le traitement, le mot-clé principal, c'est chirurgical. Et là, tous les mots sont importants, il faut vraiment bien les connaître. C'est l'extraction extracapsulaire par phacoémulsification avec mise en place d'un implant intraoculaire de chambre postérieure. Tous ces mots doivent être marqués sur la copie, ils sont très importants. Je vais juste vous expliquer quand même aussi également ces termes barbares. Extraction extracapsulaire, c'est-à-dire que nous allons enlever le cristallin, mais en laissant la capsule, qui est le sac qui entoure le cristallin. Donc on va laisser la capsule en place. Par phacoémulsification, c'est la technique dite des ultrasons. Et on mettra donc une lentille à la place de ce cristallin. Donc c'est la mise en place d'un implant de cristallin, un implant intraoculaire de chambre postérieure. Chambre postérieure, ça veut dire que c'est derrière l'iris, et c'est dans la capsule, dans le sac capsulaire, où se trouvait le cristallin. Dernier point, ce sont les complications qu'il faut connaître, les complications post-opératoires de l'intervention chirurgicale. En premier lieu, la plus grave, heureusement la plus rare, même exceptionnelle, ce qu'on appelle l'endophthalmie. L'endophthalmie est l'infection suite à l'intervention. C'est très grave, c'est comme si l'œil se transformait en une boule de pus, mais heureusement c'est très rare, c'est un cas pour 1000 ou un cas pour 10 000. Les autres complications sont plus rares, c'est le décollement de rétine, l'œdème de la cornée, l'œdème de la macula et en dernier lieu la cataracte secondaire qui est en fait une opacification qui se forme sur la capsule, sur la face postérieure de la capsule plus précisément, en contact avec l'implant. Le traitement est très simple, c'est un traitement au laser, YAG,
ce qu'on appelle la capsulotomie, qui permet de faire un trou dans la capsule et de rétablir la transparence dans l'axe visuel. Pour l'ENC, la cataracte est peu tombable, enfin, ça peut toujours tomber dans un dossier transversal, par exemple dans un dossier de diabète ou de corticothérapie, et on aurait une cataracte métabolique, par exemple, sous-capsulaire postérieure. Ce qu'il faut connaître comme mot-clé, en plus de localisation de cataracte, c'est bien sûr le traitement chirurgical qu'il faut bien connaître, extraction extracapsulaire, phacoemulsification. Alors souvent, ce que vous vous demandez, ce que vous me demandez en conférence, c'est si le traitement est le même pour les cataractes corticonucléaires que pour les cataractes sous-capsulaires postérieures, étant donné que vous me demandez souvent, comme le cristallin n'est pas opacifié, est-ce qu'on fait pareil que pour la cataracte corticonucléaire? Et la réponse est oui. On enlève la cataracte et en enlevant le cristallin, on enlève l'opacification qui est juste derrière. Et on met un implant exactement de la même manière. Voilà, j'en ai fini pour la cataracte.